Blessé, je vois mes parents refuser ma chirurgie après avoir offert 49 000 € à mon frère. Je me tais jusqu'à ce que le chirurgien entre et demande, sidéré, êtes-vous vraiment ses parents? Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 29 ans. Il y a 3 mois, j'ai été opéré d'urgence après un accident. J'avais une rupture de la rate et un poumon collabé, dans le même hôpital où je travaille comme infirmière en réanimation. Le chirurgien a dit qu'il me restait moins de 2 heures. J'ai survécu. Alors que j'étais à peine consciente en salle de réveil, mes parents sont entrés, non pas pour me demander si j'allais bien, non pas pour me tenir la main. Ils sont venus pour refuser de garantir les 7 500 € restants après l'assurance. J'ai hoché la tête et détourné le regard. Puis le chirurgien traumatologue est entré dans la pièce. Mes parents ne savaient pas à quel point ma vie était liée à la sienne. Et ce qu'il a découvert dans les jours qui ont suivi allait révéler une vérité que ma mère avait gardée enfouie pendant 29 ans. Mais pour comprendre comment cette nuit a tout changé, il faut savoir ce qui s'est passé la veille de l'accident. Je suis devenue infirmière en réanimation parce que je voulais sauver des gens. Ironique, n'est-ce pas? Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon. 28 lits. Je travaillais de nuit, de 19h à 7h. Des gardes de 12 heures faites de code bleu, de compression, de vie et de mort. Mon salaire de départ en 2019 était de 58 000 €. Après impôts, 3 800 € par mois. Mon loyer était de 1 200 € pour un studio dans le 7e arrondissement de Lyon. Je vivais de nouilles instantanées et de la nourriture de la cafétéria de l'hôpital. Ça ne me dérangeait pas d'être fauché. Ça me dérangeait d'être invisible. Mon premier sauvetage fut un homme de 62 ans en arrêt cardiaque. J'ai fait des compressions pendant 11 minutes d'affilée pendant que l'équipe préparait le défibrillateur. Mes bras me brûlaient. Mon dos me hurlait de douleur. Mais je n'ai pas arrêté. Il a survécu. J'ai appelé ma mère depuis le parking de l'hôpital à 4 heures du matin, pleurant d'adrénaline et de joie. Elle a écouté pendant peut-être 10 secondes. Puis elle a dit, c'est merveilleux, ma chérie. Écoute, peux-tu faire un Lydia de 200 € à Théo? Le paiement de sa voiture est dû demain. Théo est mon frère, de 3 ans mon cadet. Il n'a jamais gardé un emploi plus de 4 mois. Ma mère l'appelle un entrepreneur. Je l'appelle un chômeur. Mais la différence va au-delà du vocabulaire. Quand j'avais des difficultés, je ne faisais pas assez d'efforts. Quand Théo avait des difficultés, il cherchait sa voie. Je me souviens très bien de Noël 2022. Maman mettait la table quand Théo est entré, montrant des photos sur son téléphone. Maman, regarde mon Instagram. Je reviens tout juste de Saint-Tropez. Les plages étaient incroyables. Le visage de ma mère s'est illuminé. Mon chéri, ces photos sont magnifiques. Quand y es-tu allé? La semaine dernière. J'avais besoin d'une pause pour ma santé mentale. Mon père, Vincent, a levé les yeux de son journal. Sa voix était basse, presque hésitante. Saint-Tropez? Je pensais que tu cherchais un appartement. Le ton de maman s'est immédiatement durci. Vincent, la santé mentale est importante. J'étais assise là, à table. 2 semaines plus tôt, j'avais envoyé 1 200 € à ma mère pour ce qu'elle appelait une intervention dentaire d'urgence. Elle n'a plus jamais mentionné l'urgence dentaire. Elle n'a jamais mentionné Saint-Tropez non plus. Je n'ai rien dit. Je ne disais jamais rien. 6 mois avant ça, Théo a acheté un appareil photo à 2 800 € pour son entreprise de photographie. J'ai contribué à hauteur de 1 500 € parce que maman disait qu'il prenait enfin des initiatives. L'appareil est resté dans sa boîte dans la chambre de Théo pendant 6 mois. Quand j'ai finalement demandé comment allaient les affaires, maman m'a regardé comme si je l'avais insulté. Amélie, on ne peut pas presser la créativité. L'appareil photo est probablement toujours dans cette boîte. Je gardais une liste mentale de ces moments. Le schéma était constant, implacable. Même quand j'ai obtenu mon poste en réanimation à la Croix-Rousse, l'un des postes d'infirmière les plus compétitifs de Lyon, ma mère a dit, ce n'est qu'un travail, Amélie. Quand Théo a été embauché dans un salon de café 2 mois plus tard, elle a organisé une fête, acheté un gâteau, posté sur Facebook à quel point elle était fière. Il a démissionné après 2 semaines, disant que les horaires ne correspondaient pas à son énergie. Personne ne lui a organisé de pot de départ pour ça.
Je me disais que Théo grandirait, que maman finirait par le voir comme je le voyais, privilégié, paresseux, vivant de son affection et du silence de papa. Mais ensuite sont arrivées ce que j'appelle maintenant les années du tableur, et tout a empiré. L'appel est arrivé un mardi de juillet 2019. Je venais de finir mon premier mois à la Croix-Rousse. Ma blouse sentait encore la lessive industrielle de l'hôpital. J'étais épuisé mais fier. Mon téléphone a sonné à 22 heures. Le nom de maman sur l'écran. Amélie, je ne sais pas quoi faire. Sa voix tremblait. Des larmes, peut-être vraies, peut-être pas. Je ne pouvais plus faire la différence. Je me suis assise dans mon lit immédiatement, la panique m'envahissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa va bien? Sa pension. Ils l'ont réduite de 40%. On ne peut pas payer le loyer ce mois-ci. On va perdre la maison. Mon cœur s'est serré. Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? La semaine dernière. Ton père est trop fier pour demander de l'aide. Mais Amélie, on va se retrouver à la rue. Je t'en supplie. J'ai regardé mon compte en banque sur mon téléphone. 2200 €. Mes premières vraies économies depuis des années. De combien avez-vous besoin? Juste 800. Juste pour cette fois. On te remboursera quand la situation de la pension sera réglée. Je te le promets. Je l'ai envoyé dans l'heure. Je me suis senti nécessaire pour la première fois depuis des années. Importante. Comme si je comptais pour eux comme Théo semblait toujours compter. Ce sentiment, cette validation était enivrant. C'était aussi un mensonge. 2 ans plus tard, j'ai vu un relevé de compte de mon père sur le comptoir de leur cuisine quand je suis passé déposer des courses. Sa pension n'avait jamais été réduite, pas d'un centime. Mais à ce moment-là, j'avais déjà envoyé 14 400 € de plus. Maman appelait ça d'aider la famille. J'appelais ça un loyer. 800 € par mois pendant 18 mois d'affilée. Quand j'ai finalement trouvé le courage de demander quand il me rembourserait, ma mère m'a regardé comme si je l'avais giflé. Te rembourser? Amélie, tu es notre fille. Vas-tu sérieusement nous faire payer pour l'enfance que nous t'avons donnée? Je n'avais pas de réponse à ça. Alors, j'ai continué à payer. C'est là que j'ai commencé le tableur. Pas parce que je voulais l'utiliser comme une arme plus tard. Du moins, c'est ce que je me disais à l'époque. Je le tenais parce que j'avais besoin d'une preuve. Une preuve que je n'imaginais pas l'inégalité. Une preuve que je n'étais pas folle. Une preuve que c'était réel. Février 2020. Théo m'a appelé à 23 heures. Je venais de rentrer d'une garde de 12 heures. Mes pieds me faisaient mal. J'avais une autre garde dans 9 heures. Amélie, je l'ai trouvée. Ma voix. J'étais trop fatigué pour être sceptique. De quoi parles-tu? J'ouvre un café. Un vrai. Café artisanal, pâtisserie locale, décoration intérieure digne d'Instagram. J'ai trouvé l'endroit parfait. Quelque chose s'est noué dans ma poitrine. Théo, ça a l'air super, mais j'ai besoin de 12 000 € pour le premier mois de loyer, l'équipement et le stock. 12 000 €, tout mon fonds d'urgence. Théo, je ne sais pas si je peux. La ligne est restée silencieuse une seconde. Puis la voix de ma mère a retenti. Elle était sur haut-parleur depuis le début. Amélie, c'est la chance de Théo. Il a enfin trouvé sa passion. Vas-tu vraiment être la raison de l'échec de ton frère? J'ai regardé mon compte d'épargne. 12 300 €. 5 ans d'économie en travaillant à temps partiel pendant mes études d'infirmière. J'ai envoyé 12 000 € le lendemain matin. Le café de Théo s'appelait l'Arôme Matinal. Il a ouvert en avril 2020. Il a fermé en août. 4 mois. Il a blâmé le Covid. Mais la vérité était plus simple. Théo travaillait peut-être 2 jours par semaine. Le café n'était jamais ouvert à l'heure. Les clients ont cessé de venir. Je lui ai demandé une fois, prudemment, s'il pourrait me rembourser. Il a ri. Amélie, le café a fait faillite. Je n'ai pas d'argent. Tu le sais bien. Ma mère était dans la pièce quand il a dit ça. Elle ne l'a pas corrigé, n'a pas suggéré qu'il trouve un travail pour me rembourser.
N'a pas reconnu que je venais de perdre 12 000 euros. Elle a juste dit, ce sont des choses qui arrivent dans les affaires, Amélie. Tu ne comprendrais pas. Mais je comprenais. Je comprenais qu'on s'était servi de moi. J'ai continué à payer quand même, parce que je croyais encore que si je donnais assez, il m'aimerait comme il l'aimait lui. Au cours des 5 années suivantes, les demandes n'ont jamais cessé. Elles ont juste évolué. En 2021, ma mère a appelé en pleurant à propos d'une opération d'urgence. Problème féminin, a-t-elle dit. Très privé. L'assurance ne le couvrirait pas. Elle avait besoin de 8 500 €. J'ai mis 2 000 € sur ma carte de crédit car je n'avais pas assez d'économies. 3 mois plus tard, j'ai vu des photos Facebook d'elle dans un spa avec ses amis. Les dates correspondaient à la semaine de sa prétendue opération. Quand je lui ai posé la question, elle est devenue défensive. J'avais besoin de récupérer dans un endroit paisible. Amélie, vas-tu vraiment surveiller la façon dont je guéris? En 2022, Théo a décidé qu'il devait investir en lui-même. Il s'est inscrit à 8 cours en ligne, marketing numérique, investissement en crypto-monnaie, fondamentaux de l'immobilier. Coût total, 9 600 €. Maman m'a appelé. Amélie, c'est l'éducation de Théo. C'est son avenir. J'ai payé. Théo a terminé 2 des 8 cours. Puis il s'est lassé. La même année, maman a prétendu que le toit fuyait. 3 800 € pour des réparations d'urgence. Je suis allé chez eux 6 mois plus tard et j'ai vérifié le grenier moi-même. Il n'y avait pas de fuite. Il n'y en avait jamais eu. Les chiffres n'arrêtaient pas de grimper. Les mensonges ne cessaient de s'accumuler. En mars 2024, j'avais donné à ma famille 67 300 € en 5 ans. Je gardais tout dans un tableur Excel, 3 onglets. Onglet 1, loyer et facture, 14 400 cents. Onglet 2, les rêves de Théo, 37 100. Onglet 3, urgence, 15 800. J'avais codé chaque entrée par couleur. Le rouge signifiait qu'il ne m'avait jamais remboursé. C'était la majorité. Le jaune signifiait que l'urgence s'était avérée fausse. Le vert signifiait qu'ils avaient promis de rembourser mais ne l'avaient jamais fait. Mon tableur ressemblait à un sapin de Noël, sauf que j'étais la seule à offrir des cadeaux. 67 300 €. Une année entière de mon salaire, partie en fumée. Pendant ce temps, mon compte d'épargne avait 8 200 €. Ma carte de crédit avait 3 400 € de dette. Mon plan d'épargne retraite, qui aurait dû être autour de 22 000 € si j'avais contribué régulièrement, était à 6 200. Je leur avais donné mon avenir, et ils ne m'avaient rien donné d'autre que des demandes supplémentaires. En décembre 2023, quelque chose s'est produit que j'ai gardé secret pour tout le monde. Nathan m'a demandé en mariage. Nous sortions ensemble depuis 2 ans et demi. Il était chirurgien traumatologue à la Croix-Rousse. Brillant, gentil, patient d'une manière que je ne croyais pas possible. Nous nous sommes rencontrés lors d'un code bleu à 3 heures du matin. Il était calme alors que tout le monde paniquait. J'ai remarqué ça. Il a fait sa demande le 23 décembre. Les lumières de Noël se reflétant sur le Rhône, au centre de Lyon. Il avait planifié ça depuis des mois. Quand il s'est agenouillé, j'ai tellement pleuré que je ne pouvais plus parler. Amélie Elisabeth Dubois, veux-tu m'épouser? J'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. Mais quand il a demandé quand nous devrions le dire à ma famille, quand il a dit qu'il voulait rencontrer mes parents correctement, je me suis figé. Pas encore. S'il te plaît. Juste pas encore. Nathan n'a pas insisté. Il me faisait confiance. Mais j'ai vu la confusion dans ses yeux. Nous étions ensemble depuis 2 ans et demi, et il n'avait jamais rencontré mes parents. Je lui avais dit qu'ils étaient compliqués, que notre relation était tendue. La vérité était plus simple et plus humiliante. J'étais terrifié. Terrifié que ma mère voie son salaire et commence à calculer. Terrifié que Théo ait soudainement une idée d'entreprise qui nécessiterait un financement. Terrifié qu'il voie Nathan comme une ressource plutôt que comme une personne. Terrifié qu'il me le prenne comme il m'avait tout pris. Alors, je l'ai gardé secret. Le 20 mars, tard dans la nuit, j'ai fait quelque chose d'imprudent. J'ai posté dans notre discussion de groupe familial, « Salut tout le monde, je suis fiancé. »
J'ai fixé mon téléphone pendant 2 heures. Maman l'a vu à 6h22 le lendemain matin, Théo à 9h15, papa à 10h30. Zéro réponse, pas un seul mot. À midi, j'ai supprimé le message. Personne n'en a jamais parlé. Pas une seule fois, comme si ça n'était jamais arrivé. 2 jours plus tard, je suis monté dans ma voiture après une double garde. J'étais si fatigué que j'y voyais à peine. C'est là que tout a changé. Vendredi 22 mars 2024, 21h38. Je rentrais de la Croix-Rousse après une double garde. 7h à 23h. 16h. Nous avions eu un code bleu qui n'avait pas survécu. 2 intubations difficiles. Une famille nous hurlant dessus parce que nous n'avions pas pu sauver leur père. J'étais si épuisé que mes mains tremblaient sur le volant. Autoroute à 7 direction sud, à 20 km de Lyon. La route était sombre, à l'exception de mes phares qui perçaient le brouillard. Je me souviens avoir vu des phares venir vers moi. Du mauvais côté de la route. Je me souviens avoir pensé, absurdement calme, ce camion est sur ma voie. Je me souviens avoir donné un coup de volant, à droite. Je me souviens de l'impact, du métal qui grince, du verre qui explose, ma voiture tournant comme un manège de fête foraine, puis plus rien. Je ne me souviens pas du trajet en ambulance. Je ne me souviens pas des ambulanciers me découpant de ma voiture. Je ne me souviens pas qu'ils m'aient intubé sur le bord de l'autoroute pendant qu'un inconnu me tenait la main et me disait que ça irait. Je ne me souviens de rien de tout ça, mais d'autres personnes s'en souviennent. 22h04. Je suis arrivé à l'hôpital de la Croix-Rousse, mon propre hôpital. Ils m'ont emmené en salle de déchocage 3, la même salle devant laquelle j'étais passé 1000 fois en allant en réanimation. Maintenant, j'étais la patiente non identifiée sur le brancard, m'étouffant avec un tube respiratoire, saignant intérieurement. Le docteur Élise Paré était la médecin urgentiste de garde. Elle lisait mes constantes à son équipe quand une des infirmières, Sarah Martin, ma meilleure amie, s'est soudainement arrêtée de bouger. Attendez. La voix de Sarah s'est brisée. Oh mon Dieu, c'est Amélie. Le docteur Paré a regardé mon visage de plus près. L'infirmière de Réa? Oui, il faut appeler la chirurgie traumatologique maintenant. À 22h18, Nathan a été bipé. Il était dans la salle des médecins 2 étages plus haut, finissant des papiers d'une opération précédente. Le message sur son beeper, salle de déchocage 3, trauma crânien plus hémorragie interne. Besoin de toi maintenant. Il a couru. Quand Nathan a poussé les portes et a vu le dossier préliminaire, son visage est devenu pâle. Femme, 28 ans, accident de la route, rupture de la rate, possible lacération du foie. Le résident énumérait les blessures, mais Nathan n'écoutait plus. Il s'était approché du brancard. Sarah avait essuyé une partie du sang de mon visage. Nathan s'est figé. C'est Amélie. Le docteur Paré s'est retourné. Vous la connaissez? La voix de Nathan était à peine stable. Elle travaille ici. En réa. Céline s'est arrêtée avant de dire « ma fiancée ». Pendant quelques secondes, il est resté là, à me regarder. Puis sa formation a pris le dessus. Préparez le bloc 2. Je la monte moi-même. Faites un scanner en montant et trouvez sa famille tout de suite. Pendant que Nathan se préparait pour l'opération, une infirmière a trouvé mon téléphone dans un sac de preuves de la police. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait encore. Contact d'urgence, papa, Vincent Dubois. Ils l'ont appelé à 22h25. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. Allô? Sa voix était ensommeillée. Monsieur Dubois, ici l'hôpital de la Croix-Rousse. Votre fille, Amélie, a eu un grave accident de voiture. Elle est à nos urgences en ce moment. J'imagine mon père se redressant dans son lit, soudainement bien réveillé. Quoi? Est-ce qu'elle va bien? Elle est en vie, mais son état est critique. Elle a besoin d'une opération d'urgence. Nous avons besoin que vous et votre femme veniez à l'hôpital immédiatement. On sera là dans 20 minutes. Mon père a réveillé ma mère. Je l'imagine agacée, regardant l'heure, demandant si ça ne pouvait pas attendre le matin. Diane, réveille-toi. Amélie a eu un accident. Quoi? Quelle heure est-il? C'est une urgence.
On doit y aller maintenant. Dans la voiture, ma mère était sur son téléphone, envoyant des SMS à quelqu'un. Les mains de mon père tremblaient sur le volant. Tu penses que c'est grave? Maman n'a pas levé les yeux de son écran. Assez grave. Ils nous ont appelés. Papa a appelé Théo, qui était chez un ami. Mon fils, ta sœur a eu un accident. Retrouve-nous à la Croix-Rousse. La réponse de Théo, maintenant, papa? Je suis au milieu de combien de temps ça va prendre? Mon père lui a raccroché au nez. Ils sont arrivés à l'hôpital à 22h45. Ces 20 minutes allaient tout détruire. Mes parents ont été conduits à la salle d'attente des familles des urgences. Papa faisait les 100 pas, portant encore un pantalon de pyjama sous sa veste. Son visage était gris. Maman était assise sur une chaise en plastique, faisant défiler son téléphone. À 22h52, Nathan est entré. Il portait encore sa blouse ensanglantée de son évaluation initiale. Monsieur et Madame Dubois. Mon père s'est précipité vers lui. Oui. Êtes-vous comment va-t-elle? Nathan les a regardés tous les deux. Sa voix était contrôlée, professionnelle, mais j'apprendrai plus tard que ses mains tremblaient. Je suis le docteur Nathan Fournier, chirurgien traumatologue. Amélie a un grave traumatisme crânien et une hémorragie interne. Je dois l'emmener en chirurgie immédiatement. Sans intervention dans les 30 prochaines minutes, elle ne survivra pas. Papa a tendu la main vers le porte-document que Nathan tenait. Bien sûr, tout ce dont elle a besoin. Où est-ce que je signe? C'est à ce moment que Marie Chevalier est entrée. Marie était la conseillère financière de l'hôpital. On l'avait appelée parce que je n'avais pas de carte d'identité, pas de carte de mutuelle, rien pour vérifier la couverture. Monsieur et Madame Dubois, je suis désolé de m'immiscer en ce moment. La voix de Marie était douce. Je dois discuter de la responsabilité financière pendant que le docteur Fournier opère. Le ton de ma mère est devenu sec immédiatement. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Notre fille est en train de mourir. Marie est restée professionnelle. Je comprends. Cela ne prendra qu'un instant. La mutuelle d'Amélie couvrira environ 70% des coûts estimés de la chirurgie. Le solde restant est d'environ 7 500 €. Nous avons besoin d'un garant, quelqu'un qui accepte de couvrir les frais à sa charge si Amélie est incapable de payer. Papa n'a pas hésité. Je signerai. Où? Mais ma mère lui a attrapé le bras. Attends, Vincent. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Papa l'a regardé, confus. Réfléchir à quoi? Elle a besoin de l'opération maintenant. Maman s'est tournée vers Marie. Et si la mutuelle refuse la demande? Et si c'est plus de 7 500 €? Et si c'est 20 000, 30 000? L'expression de Marie est restée neutre, mais sa voix était prudente. Madame Dubois, c'est une chirurgie d'urgence. La mutuelle couvrira la majorité. Vous ne payez pas maintenant, vous vous portez juste garant. On ne peut rien garantir. On n'a pas ce genre d'argent. La voix de mon père s'est élevée. Diane, on a des économies. On a le fonds d'urgence. On ne l'a plus, Vincent. La pièce est devenue silencieuse. Marie les regardait, son masque professionnel commençant à se fissurer. Je comprends les difficultés financières, dit Marie lentement. Mais la vie de votre fille est en jeu. La chirurgie est urgente. Le visage de ma mère s'est durci. Je comprends ça, mais nous devons être pratiques. C'est laquelle l'a dit. Les mots qui ont tout terminé. On ne peut pas se permettre ça. On vient de dépenser 49 000 € pour le voyage de Théo en Europe. Nos économies ont disparu. Si la mutuelle ne couvre pas tout et qu'on se retrouve avec une facture de 20 000 €, sa main a volé à sa bouche. Elle l'avait dit à voix haute. 49 000 €. Le voyage de Théo en Europe. Le visage de mon père est devenu complètement blanc. L'expression de Marie Chevalier est passée de la sympathie professionnelle à quelque chose de plus proche du dégoût. Et Nathan était dans le couloir. Il était en route pour le bloc opératoire. Il était revenu chercher les résultats de mon scanner. Il a tout entendu. Nathan est entré dans la salle d'attente. Sa voix était glaciale. Excusez-moi. Ma mère s'est retournée.
Qui est Nathan l'a coupé. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Il a regardé directement ma mère. Êtes-vous vraiment ses parents? Le visage de ma mère a rougi. Bien sûr que nous le sommes. Comment osez-vous? Quel genre de parents refusent de garantir la chirurgie de leur fille mourante après avoir dépensé 49 000 € pour des vacances? Silence. Mon père fixait le sol. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Marie Chevalier s'est discrètement excusée, se dirigeant vers la porte. Nathan s'est tourné vers mon père. Sa voix s'est légèrement adoucie. Monsieur Dubois, je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, mais votre fille est en train de mourir. La voix de papa s'est brisée. Docteur, je signerai. Je prendrai la responsabilité. Nathan a levé la main. Ne vous embêtez pas. Je m'en occupe. Il s'est tourné vers Marie. Mettez tous les frais sur mon compte personnel, tout. Marie a hésité. Docteur Fournier, c'est très inhabituel. Faites-le. Puis Nathan a regardé à nouveau mes parents. Ce qu'il a dit ensuite, je ne l'apprendrai que des jours plus tard, mais ça a tout changé. Et pour votre information, je ne suis pas seulement son chirurgien. Je suis son fiancé. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et demi. Elle ne vous a jamais parlé de moi parce qu'elle savait que vous feriez exactement ce que vous êtes en train de faire maintenant. Me voir comme un portefeuille, pas comme une personne. La bouche de ma mère est tombée. Les derniers mots de Nathan étaient calmes, mais absolus. Vous pouvez attendre ici si vous voulez, mais quand elle se réveillera, vous ne la verrez pas. Je m'en assurerai. Il est sorti. L'opération a commencé à 23h02. Dans la salle d'attente, mon père était assis seul dans un coin, la tête dans les mains. Ma mère était assise de l'autre côté, les bras croisés, sur la défensive. Théo est arrivé à 23h15, agacé et bruyant. Est-ce que ça va prendre toute la nuit? J'ai des plans pour dîner demain. La voix de mon père a tranché la pièce comme un couteau. Assieds-toi et tais-toi, Théo. Théo n'avait jamais entendu ce ton de la part de son père. Il s'est assis. Pendant 3 heures, Nathan m'a opéré pendant que ma famille était assise en silence, leur dysfonctionnement finalement trop évident pour être ignoré. Je ne savais rien de tout ça encore. J'étais inconsciente, intubée, brisée, mais vivante. Et quand je me suis réveillé 4 jours plus tard, tout ce que je pensais savoir serait brisé. Le 26 mars, jour 4. Je me suis réveillé en voyant des dalles de plafond blanches et le bip rythmique d'un moniteur cardiaque. Il y avait un tube dans ma gorge. De la douleur partout. J'ai essayé de bouger et je n'ai pas pu. Puis j'ai vu le visage de Nathan. Il était assis à côté de mon lit, me tenant la main. Quand mes yeux se sont ouverts, toute son expression s'est adoucie. Hey! Hey, tu vas bien. Tu es en sécurité. Sa voix était douce. Stable. N'essaie pas de parler. Tu es intubé. Serre ma main si tu comprends. J'ai serré. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu es à la Croix-Rousse. Tu as eu un accident de voiture vendredi soir. C'est mardi. Tu as été opéré. Tu vas t'en sortir. J'ai essayé de parler. Je ne pouvais pas. Le tube sortira demain si ta respiration reste stable. J'ai besoin que tu te reposes. Mais d'abord il a marqué une pause. Je dois te dire quelque chose à propos de tes parents. Mes parents? Étaient-ils là? Étaient-ils inquiets? Nathan a rapproché sa chaise. Ils sont venus à l'hôpital cette nuit-là. Ça ne s'est pas bien passé. Au cours des 10 minutes suivantes, alors que j'étais incapable de parler ou de bouger, Nathan m'a tout raconté sur la conseillère financière, sur le refus de ma mère de signer, sur les 49 000 €, sur la question qu'il leur avait posée. Je suis entré et je leur ai demandé, êtes-vous vraiment ses parents? Même à travers le brouillard des analgésiques, j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Je leur ai dit que j'étais ton fiancé, a poursuivi Nathan. Ils ne savaient pas pour moi, pour nous. Ta mère avait l'air choquée. Ton père avait l'air honteux. Il a pris une profonde inspiration. J'ai tout payé, Amélie. L'opération, la réanimation, tout. Et je leur ai interdit de te rendre visite.
Je voulais demander où ils étaient maintenant. Je voulais poser des questions sur mon père. Nathan a semblé lire dans mes pensées. Ton père a essayé de venir hier. Je l'ai laissé entrer pendant 5 minutes. Il a pleuré tout le temps. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé. Des larmes coulaient sur mon visage. Ta mère a essayé de venir ce matin. La sécurité l'a arrêtée. Elle a fait une scène. A dit que je te montais contre ta famille. Nathan a pris son téléphone. Il y a autre chose. Quelque chose que Sarah m'a dit de te montrer, mais seulement quand tu seras prête. Il a tourné l'écran vers moi. C'était une capture d'écran de la discussion de groupe familial. Mon annonce de fiançailles. 0 réponse. Sarah dit que tu as posté ça et que tu l'as ensuite supprimé. C'est vrai? J'ai hoché la tête. Les larmes sont venues plus fort. La voix de Nathan s'est brisée. Amélie, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il te traitait comme ça? Parce que je ne voulais pas qu'il voie à quel point je valais peu pour eux, mais il était sur le point de tout voir. Le lendemain, ils ont enlevé le tube respiratoire. Ma voix était rauque, faible, mais elle fonctionnait. Sarah m'a rendu visite pendant sa garde. Elle a tiré une chaise jusqu'à mon lit et m'a pris la main. Ma belle, il faut que je te raconte ce que j'ai vu cette nuit-là. Sarah était aux urgences quand mes parents sont arrivés. Ta mère était sur son téléphone tout le temps, à envoyer des SMS, sans même avoir l'air inquiète. J'ai fermé les yeux. Ton père faisait les 100 pas, paniquant. Mais ta mère? Elle avait l'air agacée, comme si on l'avait dérangée. La voix de Sarah s'est durcie. Quand la conseillère financière est arrivée, j'étais juste devant la porte. J'ai tout entendu. Ta mère a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de t'aider. Puis elle a mentionné le voyage en Europe. Amélie. Ma mâchoire est tombée. Elle a serré ma main plus fort. Nathan est entré et a demandé s'ils étaient vraiment tes parents. C'est la voix la plus froide que je lui ai jamais entendue. Qu'est-ce que ma mère a dit? Ma voix était à peine un murmure. Elle a essayé de discuter, a dit qu'il n'était pas professionnel. Il a dit, et je cite, « Ce qui n'est pas professionnel, c'est de refuser de sauver la vie de sa fille parce qu'on préfère financer les vacances de son fils. » J'aurais ri si ça ne m'avait pas fait si mal. Et Théo, a poursuivi Sarah, ton frère est arrivé 1 heure après le début de ton opération. Tu sais ce qu'il a dit? J'ai secoué la tête. Est-ce que ça va prendre toute la nuit? J'ai des plans pour dîner demain. Quelque chose en moi est devenu engourdi. Amélie, je savais que ta famille était compliquée. Tu l'avais mentionné avant, mais je n'ai jamais su que c'était à ce point. Elle s'est penchée en avant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas dit à Nathan? Ma réponse est sortie brisée. Parce que je pensais que c'était normal. Je pensais que toutes les familles étaient comme ça. Je pensais que j'étais le problème. Les yeux de Sarah brillaient. Tu n'es pas le problème. Tu n'as jamais été le problème. Et je pense qu'il est temps qu'il le sache. Elle a sorti son téléphone. Tu as toujours ce tableur? Celui qui retrace tout ce que tu leur as donné. J'ai hoché la tête. Bien, a-t-elle dit, parce qu'il est temps de tout montrer à Nathan. Ce soir-là, Nathan est revenu après sa garde. Il m'a tendu un morceau de papier plié. Ton père est repassé aujourd'hui. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais il m'a donné ça. Je l'ai déplié. L'écriture de mon père. Amélie, je ne sais pas comment m'excuser pour vendredi soir. Je t'ai laissé tomber. Je te laisse tomber depuis des années, et je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ta mère et moi ne nous parlons plus. Je ne sais pas si nous le ferons un jour. Théo ne comprend pas pourquoi je suis en colère. Il dit, tu es dramatique. Je reste chez ma sœur Patricia à Toulouse pour le moment. Quand tu seras prête, j'aimerais parler. Si tu me le permets. Je t'aime. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Papa. Je pleurais encore. Nathan s'est assis sur le bord de mon lit. Amélie, depuis combien de temps ta famille est-elle comme ça? Depuis combien de temps se servent-ils de toi? 5 ans, ai-je murmuré. Depuis que j'ai commencé à la Croix-Rousse. J'ai pris mon téléphone. Sarah l'avait apporté de mon appartement.
J'ai ouvert mon application de fichiers et j'ai sorti le tableur. Nathan a fixé l'écran. Son visage est passé par plusieurs émotions à la fois. Horreur, colère, incrédulité. 67 300 €. Sa voix tremblait. Amélie, tu leur as donné 67 000 €. Je pensais que ça les aidait. Je pensais qu'ils avaient besoin de moi. Ils n'avaient pas besoin de toi, la voix de Nathan était ferme. Ils se sont servis de toi. Puis je lui ai montré la discussion de groupe familial. Les messages où je demandais de l'aide. Vu. Ignoré. Les messages où Théo se vantait de l'Europe. Le message où j'annonçais nos fiançailles. Supprimé après 2 heures de silence. Nathan est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a pris mes 2 mains. J'ai besoin que tu m'écoutes. Tu ne leur dois rien. Pas un centime, pas une seconde de ton temps, pas ton pardon, rien. Sa voix était stable. Absolue. Et ils ne te feront plus jamais de mal. Je m'en assurais. Je l'ai cru. Ce que je ne savais pas, c'est que ma mère était sur le point de faire quelque chose qui exposerait tout elle-même. Mais d'abord, nous avons découvert un secret qui allait briser tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Sarah m'a aidé à tout organiser. Nous avons passé 3 heures le 6e jour à parcourir mon téléphone, mes emails, mes comptes bancaires, chaque transaction, chaque message, chaque mensonge. Tu dois documenter ça, a dit Sarah. Pas pour eux, pour toi. Pour que tu saches que tu n'es pas folle. Nous avons commencé avec Lydia. 187 transactions à ma mère. 143 à Théo. Total, 52 100 € via des applications de paiement seules. Le premier virement, juillet 2019. Loyer, merci ma chérie. Le dernier, 15 mars 2024, une semaine avant mon accident. Urgence, besoin de 300 €. Puis nous avons trouvé les virements bancaires. 15 200 € en dépôt direct sur leur compte. La plupart étiquetés soutien familial ou urgence ou pré-rembourseraient. Aucun n'a jamais été remboursé. Sarah a créé un tableur principal avec un code couleur. Rouge pour les mensonges avérés, jaune pour les mensonges suspectés, vert pour les besoins légitimes, qui se sont avérés être environ 3%. Bleu pour les montants remboursés. Il n'y avait pas de bleu. Nathan est entré pendant que nous travaillions. Il a fixé l'écran. C'est de l'abus financier, a-t-il dit doucement. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas de l'abus. Je l'ai donné volontairement. Sous la manipulation, a interrompu Nathan. Sous la culpabilité, sous les mensonges. Amélie, c'est de l'abus. Il a sorti mes relevés bancaires. Regardons ce que ça t'a coûté. Il m'a montré mon compte de janvier 2019, avant que je commence à aider ma famille. Épargne, 2200 €, compte courant, 1800 €, total, 4000 €. Puis il a sorti celui de mars 2024. Épargne, 8200 €, compte courant, 940 €, total, 9140 €. Tu es infirmière en réanimation, 5 ans d'expérience, ton salaire est d'environ 68 000 € maintenant, non? Oui. Si tu avais économisé ne serait-ce que 10% de tes revenus sur 5 ans, juste 10%, tu aurais 34 000 € d'épargne. Actuellement, tu as 9 000. Il a fait le calcul sur son téléphone. La différence est de 25 000, plus les 67 000 que tu leur as donnés. Ça fait 92 300 € que tu devrais avoir. J'ai eu la nausée. Et ton plan d'épargne retraite, a continué Nathan. Combien y a-t-il dessus? 6 200. J'ai dû arrêter de cotiser en 2021. Je n'en avais plus les moyens. La mâchoire de Nathan s'est crispée. À ton âge, avec l'abondement de l'employeur, tu devrais avoir au moins 25 000 € en épargne retraite maintenant. Il a sorti une calculatrice. Si tu avais pu économiser et investir ces 67 000 € sur 5 ans, avec un rendement prudent de 7%, tu aurais 78 500 € maintenant. Il m'a regardé. C'est un apport pour une maison. C'est la sécurité financière. C'est ton avenir. Sa voix s'est légèrement brisée. Ils n'ont pas seulement pris ton argent, Amélie. Ils ont pris ton avenir.
Je lui ai ensuite montré les emails. J'avais un dossier dans Gmail intitulé « Demande familiale ». 132 emails. Il les a lus en silence, son expression s'assombrissant à chaque fois. Novembre 2023. Sujet, urgent. S'il te plaît, lis. Amélie, je suis très déçu par toi. Théo a besoin de 2000 € pour sa certification en marketing numérique, et tu as dit que tu devais y réfléchir. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons nourri, habillé, mis à l'abri pendant 18 ans. Tu nous dois bien ça. Une bonne fille n'hésite pas à aider sa famille. Mais je suppose que tu as toujours été égoïste. Peut-être que si tu n'étais pas si concentré sur ta vie, tu te souviendrais d'où tu viens. J'attends le virement d'ici vendredi. Maman. J'avais envoyé 2000 € ce jeudi-là. Février 2024. L'email de Théo. Salut Amélie. Alors, j'ai trouvé cette opportunité incroyable à Rome. Un accélérateur de start-up. Ça pourrait tout changer pour moi. J'ai besoin de 5000 € pour la compte d'ici demain. Je sais que c'est beaucoup, mais maman a dit que tu comprendrais. Elle a dit que tu répondais toujours présente pour la famille. Ne me laisse pas tomber. J'avais envoyé 5000 €. 2000 d'entre eux sont allés sur ma carte de crédit car je n'avais pas assez d'économies. Nathan a remarqué un schéma. Chaque email a la même structure. Demande urgente avec un délai serré. Culpabilisation à propos de l'enfance. Menace de déception. Comparaison avec Théo. Remise en question de ton caractère. Il m'a regardé. C'est de la manipulation de manuel, Amélie. C'est de l'abus émotionnel. L'email qui m'a brisé datait de début mars. Amélie, Théo passe un moment formidable en Europe. Il apprend tellement et établit des contacts incroyables. Ton père et moi sommes si fiers de lui. Il va faire des choses extraordinaires. Au fait, nous avons besoin de 300 € pour les courses cette semaine. Peux-tu l'envoyer aujourd'hui? Merci, ma chérie. Maman. PS, Théo a posté une photo magnifique de la Tour Eiffel. Tu devrais regarder son Instagram. J'avais envoyé 300 €. Puis je suis resté assise dans ma voiture et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Nathan a posé le téléphone. Comment as-tu survécu à ça? Comment as-tu continué? Je pensais que si je donnais assez, ai-je murmuré, il m'aimerait comme il l'aime lui. Sarah lisait par-dessus nos épaules. Montre-lui la discussion de groupe, a-t-elle dit. Tout. La discussion de groupe était pire. Message après message de Théo se pavanant. Maman le louant. Moi demandant de l'aide et étant ignoré. 10 mars. Théo, les gars, regardez mon IG. Les meilleures pâtes de Florence. Maman, si fière de mon fils qui réussit. 11 mars. Moi, quelqu'un peut venir me chercher après ma garde de nuit demain? Ma voiture est au garage et un Uber coûte 40 €. Vu par maman à 8h43. Vu par Théo à 9h15. Vu par papa à 10h22. Aucune réponse. 14 mars. Moi, bon anniversaire, papa. Je t'aime. J'espère que tu passes une bonne journée. Zéro réaction. Zéro réponse. 18 mars. Théo, maman. J'ai besoin de 500 € de plus. J'ai trouvé une Rolex vintage à Rome. Maman, envoyé, mon chéri. Ton père a dit oui pour la montre complète aussi. Utilise la carte d'urgence. Théo, tu es la meilleure maman du monde. Nathan a fait défiler des mois de cela. Son visage était pâle. Ils ne te parleront plus jamais, a-t-il dit. Pas si j'ai mon mot à dire. Jour 7. Mon dernier jour en réanimation avant de déménager dans l'appartement de Nathan. Ce matin-là, ma mère s'est présentée. Elle avait convaincu le garde qu'elle avait changé et qu'elle avait besoin de voir sa fille. Elle a dépassé le poste des infirmières et est entrée directement dans ma chambre. Amélie. Oh, ma petite fille. J'ai été si inquiète. Je l'ai regardée. Ma voix était froide. Maman, tu dois partir. Elle a continué à s'approcher. Ma chérie, il y a eu un terrible malentendu. Cette nuit-là, j'étais sous le choc.
Je ne savais pas ce que je disais. Nathan s'est levé de sa chaise. Madame Dubois, vous n'êtes pas censée être ici. Elle l'a complètement ignoré. Amélie, chérie, tu sais que maman t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce docteur ment. Il essaie de te monter contre ta propre famille. J'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Nathan n'a pas menti. Sarah t'a entendu. La coordinatrice de la facturation t'a entendu. Tu as refusé de signer. Le visage de ma mère a changé, calculateur. J'étais confuse, stressée. Tu ne peux pas me blâmer pour un moment de tu as dit que tu avais dépensé 49 000 € pour le voyage de Théo. Tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre 7 500 € pour me sauver la vie. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, attrapant ma main. D'accord. Oui, j'ai dit ça. Mais tu dois comprendre, Théo est notre investissement. Il a un avenir. Il va réussir et s'occuper de nous quand nous serons vieux. Elle a serré ma main plus fort. Tu as déjà un travail. Tu es stable. Tu n'as pas besoin de nous comme lui. La voix de Nathan a tranché la pièce comme une lame. Venez-vous de dire que votre fils est votre investissement et qu'Amélie ne l'est pas? Ma mère s'est figée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai retiré ma main. Tu m'as toujours vu comme moins, comme ne valant pas la peine. Ma mère a essayé de faire marche arrière, mais j'avais déjà décidé. Nathan, peux-tu me passer mon téléphone? Il l'a fait. J'ai regardé ma mère. Tu veux savoir pourquoi je ne t'ai jamais parlé de Nathan? Pourquoi je l'ai gardé secret pendant 2 ans et demi? Elle est immédiatement devenue défensive. Parce que tu es égoïste. Tu voulais le garder pour toi toute seule. Non, parce que je savais que tu ferais exactement ce que tu fais maintenant. Essayer de te servir de lui. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à la discussion de groupe. Je veux que tu vois ce que je vois. La chambre de réanimation avait une télévision connectée fixée au mur. Divertissement pour les patients. Nathan a sorti un adaptateur HDMI de sa poche. Les médecins en avaient pour les présentations de cas. Il a connecté mon téléphone à la télé. La discussion de groupe est apparue sur un écran de 50 pouces. Chaque message ignoré, chaque appel à l'aide, chaque silence. Ma mère a fixé l'écran. Amélie, qu'est-ce que je veux que tu vois ce que tu as fait. Elle a regardé les messages, les dates, les accusés de lecture. Son visage est devenu pâle. Puis elle s'est retournée et est sortie sans un mot. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle a tout vu. Après le départ de ma mère, Sarah m'a serré dans ses bras. Tu as bien fait, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. J'avais des preuves. J'avais des témoins. J'avais la vérité documentée dans des tableurs, des captures d'écran et des relevés bancaires. Mais je n'allais pas l'utiliser. Pas encore. Parce que 2 semaines plus tard, ma mère ferait quelque chose qui exposerait tout elle-même. Et cette fois, elle le ferait à 50 personnes. Jour 11, 2 avril. J'étais dans l'appartement de Nathan, en convalescence, reprenant des forces chaque jour. Mon père a appelé le téléphone de Nathan. Est-ce que je peux venir te rendre visite? J'ai quelque chose que je dois dire à Amélie. Nathan m'a regardé. J'ai hoché la tête. 1 heure plus tard, mon père se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il tenait des fleurs. Des tournesols. Mes préférés depuis que j'étais enfant. Puis-je entrer? Oui. Il a posé les fleurs et s'est assis en face de moi sur le canapé. Amélie, je n'ai pas de mots pour ce qui s'est passé. Je t'ai manqué en tant que père, en tant qu'homme. Je t'ai complètement manqué, papa. Il a levé la main. Non, laisse-moi finir. J'ai été un lâche pendant des années. J'ai regardé ta mère te traiter comme si tu valais moins que Théo. Je l'ai regardé te prendre des choses et je n'ai rien dit. Sa voix s'est brisée. Cette nuit-là à l'hôpital, quand elle a refusé de signer, j'aurais dû signer immédiatement. J'aurais dû la mettre dehors. Au lieu de ça, j'ai hésité. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis tellement désolé. Je voulais lui dire que ce n'était pas grave, mais ça l'était.
Papa, je dois te demander quelque chose à propos de l'opération. Ai-je eu besoin d'une transfusion sanguine? Nathan se tenait dans la cuisine, écoutant. Non, a dit Nathan, tu étais stable. Pourquoi demandez-vous ça, monsieur Dubois? Mon père avait l'air embarrassé. J'aurais dû proposer. Je suis au positif, donneur universel. J'ai déjà donné mon sang. Si elle en avait eu besoin, Nathan est devenu très immobile. Monsieur Dubois, Amélie est B positif. Mon père avait l'air confus. B. Mais je pensais que O pouvait donner à tout le monde. O peut donner à tout le monde. Oui. Mais la voix de Nathan était prudente, douce. Monsieur Dubois, connaissez-vous le groupe sanguin de votre femme? Diane, elle est A positif. Je me souviens qu'elle l'a mentionné il y a des années quand elle a donné son sang lors d'une collecte à l'église. Pourquoi? Nathan s'est assis lentement. Je dois vous dire quelque chose et je ne vous le dis que parce que c'est médicalement pertinent et que vous avez le droit de savoir. La pièce est devenue très silencieuse. La génétique des groupes sanguins est très spécifique. Si vous êtes O positif et que votre femme est A positif, vous ne pouvez produire que des enfants de groupe OA. Jamais B. Nathan a sorti un tableau sur son téléphone. Pour qu'un enfant ait le groupe sanguin B, au moins un parent doit porter l'allèle B. Il a regardé mon père. Il n'y a aucune combinaison génétique où des parents OA produisent un enfant B. Le visage de mon père est devenu vide. En train de traiter l'information. Donc Amélie, elle n'est pas biologiquement, vous ne pouvez pas être son père. Je suis désolé. Les mots flottaient dans l'air. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Papa, je ne comprends pas. Mon père s'est levé immédiatement, est venu vers moi, s'est agenouillé à côté du canapé et a pris mes mains. Amélie, écoute-moi. Écoute. Sa voix était féroce. Je me fiche du sang que tu as. Je me fiche de la génétique, de la biologie ou de tout ça. Des larmes coulaient sur son visage. Je t'ai élevé. Je t'ai appris à faire du vélo. J'étais à chaque spectacle d'école, chaque remise de diplôme, chaque moment important de ta vie. Il a serré mes mains. Tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. Tu savais? Je pleurais. Toutes ces années, tu savais? Il a secoué la tête. Je te le jure, je viens de l'apprendre il y a 30 secondes. La voix de Nathan était calme. Monsieur Dubois, cela signifie que votre femme a eu une liaison. Et elle sait qu'Amélie n'est pas la vôtre depuis 28 ans. Le visage de mon père montrait du chagrin, de la trahison, de la rage, mais quand il m'a regardé, seulement de l'amour. Je dois rentrer à la maison. Je dois découvrir la vérité. Mais Amélie, il a serré mes mains plus fort, la biologie ne fait pas un père. L'amour, si. Et je t'aime. 3 jours plus tard, mon père a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Des lettres d'un homme nommé Grégoire. Il est venu ce soir-là avec un dossier en manille. À l'intérieur, des emails imprimés, des notes manuscrites, des relevés bancaires, des photos, la preuve d'un secret de 28 ans. Novembre 1995. Email de Grégoire Thierry à ma mère. Diane, la nuit dernière était une erreur. J'ai une femme, 2 enfants, une carrière que j'ai bâtie pendant 15 ans. Je ne peux pas tout jeter pour ça. Nous devons arrêter. S'il te plaît, ne me contacte plus au bureau. Greg. Mars 1996. Une note de la main de ma mère. 12 mars 1996. Je suis enceinte. 8 semaines. C'est de Greg. Le timing. Vincent et moi n'avions pas été intimes depuis des mois. On se disputait à propos de sa mère qui emménageait. Greg ne répond pas à mes appels. Sa secrétaire a dit qu'il est indisponible indéfiniment. J'ai pensé à ne pas le garder, mais Vincent poserait des questions, et je ne peux pas me permettre l'intervention sans qu'il le sache. Je dois garder ce bébé et faire semblant que c'est celui de Vincent. Si Vincent le découvre un jour, je perdrai tout. Cette erreur va ruiner ma vie. Je dois m'assurer qu'elle ne le sache jamais. Je l'ai lu 3 fois. Ma mère m'a appelé une erreur avant même que je sois né. Relevé bancaire de 1996 à 2021. Dépôt mensuel de 500 € de G. Thierry.
Une note de la main de ma mère. Pension alimentaire. Compte secret. Ne jamais le dire à Vincent. Le dépôt s'est arrêté en mars 2021. Une nécrologie de journal découpée et conservée. Grégoire William Thierry, 57 ans, avocat d'affaires, décédé le 15 mars 2021. Ma mère avait écrit dessus, enfin terminé. Le secret meurt avec lui. Une photo de 1995. Ma mère, 26 ans, debout près d'un homme en costume, sa main sur sa taille. Au dos, de son écriture, soirée de Noël du cabinet Morin et Associés, décembre 1995, la nuit où tout a changé. Mon père était assis tranquillement pendant que je lisais tout. Tu savais, ai-je murmuré. Et tu m'aimes quand même. Il s'est agenouillé devant moi à nouveau. Amélie Elisabeth Dubois, tu es ma fille, pas celle de Grégoire. Pas biologiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Sa voix tremblait mais était ferme. J'ai changé tes couches. Je t'ai accompagné à l'école. Je t'ai appris à conduire. J'étais aux urgences avec toi quand tu t'es cassé le bras à 12 ans. J'étais là pour chaque moment de ta vie. Grégoire ne l'était pas. Il a pris de l'argent et s'est enfui. Il a saisi mes mains. La biologie, c'est juste de la science. L'amour, c'est un choix. Et je te choisis chaque jour. J'ai compris alors ce que ma mère avait fait. C'est pourquoi elle me détestait. Chaque fois qu'elle me regardait, elle voyait sa culpabilité, son secret, son erreur. Mais tu n'as jamais été une erreur, a dit mon père. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte. Il s'est avancé. Veux-tu retrouver Grégoire? Il est en vie. Il est à Lille, marié, 2 enfants dans la vingtaine. Un cabinet qui réussit. J'y ai pensé pendant exactement 3 secondes. Non. Il m'a abandonné avant ma naissance. Il a payé ma mère pour qu'elle se taise. Il n'est pas mon père. J'ai regardé mon père. C'est toi. Il s'est effondré en larmes. Nous avons tous les deux pleuré. Nathan a discrètement quitté la pièce pour nous laisser de l'intimité. Quand j'ai pu à nouveau parler, j'ai posé la question que j'évitais. Vas-tu divorcer? J'ai déjà déposé les papiers. Ta tante Patricia m'aide. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé l'email qui allait la détruire. Et cette fois, elle le ferait elle-même. 12 avril, 18h30. Je n'étais pas là, mais mon père m'a raconté ce qui s'est passé plus tard. Théo était à la maison avec ma mère, ouvrant le courrier. Il a sorti un relevé de carte de crédit. Son visage est devenu blanc. Maman. Maman. Ma mère est venue de la cuisine. Quoi? Ma facture de carte de crédit. Alors, paie-la. Les mains de Théo tremblaient. C'est 11 847 €. Ma mère a attrapé le relevé. Gucci Rome 1200. Louis Vuitton Paris 2800. Cartier Barcelone 3400. Revendeur de Rolex Vintage Rome 3200. Achat d'hiver 1247. Théo, je t'ai dit que la carte était pour les urgences. Il est immédiatement devenu défensif. C'était des urgences. Je devais avoir l'air professionnel pour le réseautage. On ne peut pas réseauter avec des vêtements bon marché. Ma mère a sorti son téléphone, a vérifié leur compte en banque. Solde, 1247 €. On est fauché. On est complètement fauché. Théo a paniqué. Et les économies? On a dépensé les économies pour ton voyage. On a retiré le plan d'épargne retraite en avance et payé une pénalité de 20%. Et papa? Ton père est parti. Il a demandé le divorce. Il ne nous donnera pas un centime. Il y a eu une pause. Puis Théo l'a dit. Et Amélie? Le visage de ma mère s'est durci. Elle ne répond pas à mes appels. Elle m'a bloqué. Alors envoie-lui un email. Elle ne peut pas bloquer les emails. Ma mère a hésité. Je ne pense pas qu'elle aidera. Elle était très en colère à l'hôpital. La voix de Théo est devenue cruelle. Alors fais-la se sentir coupable. Rappelle-lui qu'elle nous doit bien ça. On l'a élevée.
Il s'est penché plus près. Et si elle dit toujours non, menace de la couper de la famille. Dis-lui qu'elle est morte pour nous. Elle cédera. Elle cède toujours. Ma mère s'est assise devant l'ordinateur à 18h45. Elle a commencé à taper. Au début, c'était de la manipulation, de la culpabilité calculée. Mais en écrivant, elle s'est mise en colère. L'email s'est transformé en une diatribe, une arme. À 19h03, elle a tapé le nom de sa fille dans le champ du destinataire. Gmail a fait une saisie semi-automatique, mais pas vers à .dubois.infirmière@gmail.com. Il a rempli avec famille Dubois élargie, une liste de diffusion de 50 personnes. Ma mère n'a pas remarqué. Elle a appuyé sur envoyer. L'objet de l'email, ton égoïsme a des conséquences. Amélie, je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenue ingrate après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi. Et oui, je dis ton père avec des pincettes maintenant que nous connaissons tous la vérité sur ta lignée. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons mise à l'abri pendant 18 ans. Nous t'avons tout donné. Et c'est comme ça que tu nous rembourses. En nous coupant les ponts. En montant Vincent contre moi. En refusant d'aider ta propre famille quand nous sommes en crise. La facture de carte de crédit de Théo est de 11 847 € de son voyage de réseautage. Un voyage qui portera ses fruits quand il réussira. Mais tu ne comprendrais pas l'investissement, n'est-ce pas? Tu as toujours eu une vision à court terme, toujours pensé à toi. Ton frère est notre véritable investissement. Il a du potentiel. Il a un avenir. Tu as toujours été juste moyenne, une erreur que nous avons dû gérer. J'aurais peut-être dû écouter Grégoire en 1995. Il avait raison sur tout. Il disait que tu ne serais que des ennuis. Et nous y voilà. Ton docteur peut se permettre 20 000 € sans même s'en apercevoir. Si tu ne nous vires pas l'argent d'ici lundi, ne te donne même pas la peine de venir à un événement familial. Tu seras morte pour nous. Et avant de monter sur tes grands chevaux, souviens-toi que nous avons aussi des reçus. Toutes ces fois où nous t'avons emprunté de l'argent, tu l'as donné volontairement. Tu ne peux pas prouver le contraire. Tu nous dois bien ça, Amélie. Et si tu ne paies pas, tout le monde saura quel genre de fille tu es vraiment. Ne me teste pas. Ta mère, pour l'instant. 19h04. Le téléphone de ma mère a commencé à vibrer. SMS de son frère Alain, Diane, c'est quoi cet email? SMS de la sœur de Vincent, Patricia, viens-tu de révéler des secrets de famille à 50 personnes? Appelle-moi maintenant. SMS de la cousine Rebecca, viens-tu vraiment d'appeler Amélie une erreur? Ma mère a regardé Théo, confuse. Pourquoi tout le monde m'envoie des SMS? Comment ont-ils ou elle a ouvert son dossier d'éléments envoyés? Ah, famille Dubois élargie, 50. Son visage est devenu complètement blanc. Oh non. Oh mon Dieu, non. Théo s'est penché par-dessus son épaule. Maman, tu as envoyé ça à tout le monde? Elle a essayé de rappeler l'email. Trop tard. C'était il y a plus de 5 minutes. En 30 minutes, la tempête des répondre à tous avait commencé. 19h05. Patricia Dubois, la sœur de mon père. Diane, qu'est-ce que c'est que ça? Viens-tu d'appeler ta fille une erreur devant 50 personnes? Qui est Grégoire? Est-ce que Vincent est au courant? Appelle-moi maintenant. 19h06. Alain Morin, le frère de ma mère. Diane, s'il te plaît, dis-moi que c'était destiné à quelqu'un d'autre. Viens-tu vraiment de révéler des secrets de famille à toute la famille élargie? Et qui diable est ce Grégoire Thierry de 1995? 19h07. Mon père, qui était en copie de l'email. Diane, tu viens de dire à 50 personnes que tu as eu une liaison en 1995, qu'Amélie n'est pas ma fille biologique, et que tu considères notre fille comme une erreur. Je veux que tu réfléchisses à ce que tu as fait. J'ai demandé le divorce. Mon avocat te contactera la semaine prochaine. Tu ne verras ni ne parleras plus jamais à Amélie. Je m'en assurerai. Vincent. Les emails continuaient d'arriver. Cousine Rebecca, Diane vient-elle vraiment de demander 20 000 € à sa fille qui a failli mourir? Thomas, le frère de Vincent, Diane, tu es dégoûtante. Je t'ai vu traiter Amélie comme une moins que rien pendant des années.
Je suis content que ce soit enfin au grand jour. Jennifer, la propre cousine de Diane, j'ai toujours su que tu préférais Théo, mais ça, Diane, tu as besoin d'une thérapie. Un ami de la famille, je me retire de cette chaîne de mais je veux que tout le monde sache. Je connais Amélie depuis qu'elle a 5 ans. C'est une jeune femme incroyable. Diane, tu devrais avoir honte. Ma grand-mère, la mère de Vincent, 81 ans. Diane Morin-Dubois, tu n'es plus la bienvenue chez moi. Amélie est ma petite fille. Au diable la biologie. Tu es une femme cruelle. À 19h30, 47 des 50 personnes avaient répondu. 41 condamnaient ma mère. 3 demandaient à être retirés du fil. 2. Les parents âgés de ma mère ont envoyé des emails privés confus. Théo a essayé de la défendre. Tout le monde doit se calmer. Maman était juste contrariée. Amélie a été vraiment égoïste dernièrement. Et la réponse de Patricia l'a détruit. Théo, tais-toi. Ta sœur a fait des gardes doubles pour financer ton café qui a fait faillite en 4 mois. Elle a payé pour ta voiture. Elle t'a envoyé en Europe pour 49 000 €. Et quand elle était mourante, ta mère a refusé de l'aider parce qu'elle avait dépensé tout son argent pour toi. Tu as 25 ans. Trouve un travail et arrête de vivre au crochet de ta famille. Tante Patricia. Dans l'appartement de Nathan, mon téléphone a commencé à vibrer. Nathan a regardé l'écran. Amélie, tu reçois beaucoup de mails de toute ta famille. J'ai pris le téléphone. J'ai lu l'email de ma mère. Chaque mot, chaque accusation, chaque secret révélé. J'aurais dû être dévasté. Au lieu de ça, j'ai commencé à rire. Nathan avait l'air inquiet. Amélie? Elle l'a fait elle-même, ai-je dit entre deux rires. Elle l'a vraiment fait elle-même. Nathan a lu par-dessus mon épaule. Ta mère vient de dire à 50 personnes que tu n'es pas la fille biologique de Vincent, qu'elle a eu une liaison avec un certain Grégoire, et qu'elle veut que nous lui donnions 20 000 €. Yep. Et elle t'a appelé une erreur. Yep. À 50 personnes. Je riais toujours. C'était hystérique, insensé. Le karma n'a pas besoin de mon aide, Nathan. Juste de ma patience. Mon téléphone a sonné. Tante Patricia. J'ai répondu. Amélie, ma chérie, je viens de voir l'email de ta mère. Ouais, comme 49 autres personnes. La voix de Patricia était douce. Ça va? Je suis soulagé, en fait. Je n'ai plus à m'expliquer. Elle l'a fait pour moi. Patricia a fait un bruit qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Ton père est ici avec moi. Il est ici depuis qu'il a demandé le divorce. Il veut te parler quand tu seras prête. Je suis prête. Puis-je l'appeler demain? Bien sûr. Et Amélie, cette femme n'est pas digne d'être ta mère. Elle ne l'a jamais été. La discussion de groupe familial maman, papa, Théo et moi a sonné. Théo, Amélie. Maman ne le pensait pas. Elle est juste stressée. Peux-tu parler à Nathan des 20 000 €? J'ai tapé un seul mot. Non. Puis j'ai quitté la discussion de groupe. J'ai bloqué l'email de ma mère, bloqué le numéro de Théo. La seule famille qu'il me restait était Vincent, Patricia, Nathan. C'était suffisant. Mais Théo n'avait pas fini. 2 jours plus tard, il se présenterait dans un café près de l'appartement de Nathan, et je devrais l'affronter une dernière fois. 14 avril, 12h15. Je retrouvais Sarah pour déjeuner au café des Célestins sur la presqu'île. La première fois que je quittais l'appartement de Nathan en 2 semaines. J'étais en avance, assise à une table dans un coin, sirotant un café, me sentant presque normal. Puis Théo est entré. Il m'a repéré immédiatement. Amélie. Hey, quelle coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Il avait regardé mes stories Instagram, traquant ma position. J'ai gardé ma voix neutre. Théo, part. Il s'est assis quand même. Allez, Serette. On doit parler. Sarah est entrée à ce moment-là. Elle a vu Théo et son visage s'est durci. Elle a dit, pars. Théo l'a complètement ignoré. C'est entre nous, d'accord?
Il s'est tourné vers moi, a forcé un sourire. Écoute, je sais que les choses ont été intenses. L'email de maman était mauvais. Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas dû l'envoyer. Elle l'a envoyé à 50 personnes, Théo. C'était un accident. Elle voulait l'envoyer juste à toi. Elle était juste émotive. Je l'ai fixée. Elle m'a appelé une erreur. Elle a dit que Grégoire avait raison sur moi. Elle a exigé 20 000 €. Théo s'est tortillé mal à l'aise. Ouais, à ce sujet. L'Europe a fini par coûter plus cher que prévu. Plus que les 49 000 €. Il a fait un geste de la main. C'était des dépenses de réseautage, des investissements dans mon avenir. Tu ne comprendrais pas. Sarah a fait un bruit de dégoût. Théo s'est penché en avant. Voilà le truc. On est dans une situation financière difficile. Maman et moi. Je me disais que puisque Nathan est évidemment riche, tu pourrais peut-être lui parler, lui demander un prêt. Juste 20 000. On te remboursera. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu es sérieux. Très sérieux. La famille est de la famille, Amélie. Tu as toujours été douée pour ça. Quelque chose a cédé. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu veux que je demande à mon fiancé 20 000 € pour payer tes factures de carte de crédit de tes vacances que maman et papa ont financées avec 49 000 €, pendant que j'ai failli mourir. Et ils ont refusé de signer un formulaire de garantie de 7 500 €. Théo est immédiatement devenu défensif. D'accord, quand tu le dis comme ça a l'air mauvais. Parce que c'est mauvais, Théo. Il a ricané. Ce n'est pas juste. Maman était sous le choc cette nuit-là. Elle ne voulait pas dire, elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Puis elle a mentionné ton voyage en Europe. Dans la même phrase. Le visage de Théo s'est durci. C'est différent. Je suis le fils. Je suis censé perpétuer le nom de la famille, bâtir un patrimoine, m'occuper de maman et papa quand ils seront vieux. Il a vraiment dit ça à voix haute. Toi, tu es infirmière. Tu as un emploi stable. Tu n'as pas besoin d'argent supplémentaire comme moi. Sarah a explosé. Viens-tu de dire qu'elle est juste une infirmière? Elle sauve des vies. Théo s'est tourné vers elle, agacé. Peux-tu t'en mêler? C'est une affaire de famille. Je me suis levé. On a fini ici. Théo m'a attrapé le poignet. Attends, tu n'as pas répondu. Vas-tu demander à Nathan ou non? C'est à ce moment que Nathan est apparu. Il était venu me faire une surprise pour le déjeuner. Timing parfait. Lâche-la. Maintenant. Théo a lâché mon poignet et a levé les yeux vers Nathan. Il a essayé d'avoir l'air confiant, mais je l'ai vu déglutir. Oh, le docteur. Écoutez, mec. C'est entre Amélie et moi. Des trucs de famille. Nathan s'est interposé entre nous. Tu dois partir. Théo s'est levé, essayant d'égaler la taille de Nathan. Il n'a pas pu. Mec, reste en dehors de ça. Amélie et moi, on discute juste, j'ai entendu de quoi vous discutiez. Tu veux 20 000 € pour payer des factures de carte de crédit de vacances que tu as prises pendant que ta sœur a failli mourir? La confiance de Théo a vacillé. Il s'est retourné vers moi. Tu vois, c'est de ça que je parle. Tu le laisses te contrôler. L'ancienne Amélie aurait aidé, mais maintenant je suis quoi, Théo? Égoïste. Ingrate. Maman avait raison sur toi. Tu sais quoi? Oublie les 20 000. Mais ne reviens pas en rampant quand tu auras besoin de nous. Quand ta vie parfaite de docteur s'effondrera. Vincent et ma famille. Le visage de Théo s'est tordu de malice. Vincent n'est même pas ton vrai père. Maman m'a parlé de Grégoire, de la liaison. Tu n'es même pas une vraie Dubois. Je l'ai giflé. Fort. Le café est devenu complètement silencieux. Je n'avais jamais frappé personne en 28 ans de vie. Mais les mots de Théo, ma main tremblait. N'ose pas. Vincent est plus un père que n'importe quel donneur biologique pourrait l'être. Il a choisi de m'aimer. Toi tu as choisi de te servir de moi. Théo a tenu sa joue, sincèrement choqué. Tu m'as frappé. Tu m'as agressé.
Je pourrais porter plainte. Nathan a sorti son téléphone. Vas-y. J'ai 12 témoins qui viennent de te voir lui attraper le poignet en premier. C'est une agression. Essaie. Un barista a hoché la tête. Quelqu'un à une autre table a levé son téléphone. Je l'ai en vidéo. Théo a reculé vers la porte. Vous êtes tous les deux fous. Maman avait raison. Tu es égoïste. Tu es ingrate. Tu le regretteras. La voix de Nathan était calme. Absolue. La sécurité est à 30 secondes. Pars maintenant. Théo est parti, criant tout le long du chemin. Ne reviens pas en rampant quand tu auras besoin de nous. Tu auras besoin de nous un jour. J'ai crié après lui, assez fort pour qu'il m'entende. Je n'aurais pas besoin. Le café était toujours silencieux. Puis le barista a apporté 2 cafés, offerts par la maison. Ce type était une femme à la table voisine s'est penchée. Votre frère a l'air d'être un sacré numéro. Il n'est plus mon frère, ai-je dit. Sarah m'a serré dans ses bras. Je n'arrive pas à croire que tu l'as giflé. Moi non plus. Nathan s'est assis et m'a pris la main. Comment te sens-tu? Libre, ai-je dit. Et je le pensais. Le lendemain matin, mon père a appelé. Amélie, c'est papa. C'est un bon moment? Oui. Salut, papa. J'ai entendu parler de Théo au café. Tu vas bien? Je l'ai giflé. Il y a eu une pause. Puis, bien. Bien. Il t'a attrapé. Il t'a manqué de respect. Il le méritait. J'ai commencé à pleurer. De soulagement, peut-être. Ou de libération. Amélie, je dois dire quelque chose. J'ai été un lâche pendant 28 ans. Sa voix était épaisse d'émotion. J'ai regardé Diane favoriser Théo. Je l'ai regardé te prendre des choses. Je l'ai regardé te traiter comme si tu valais moins. Et je n'ai rien dit. Je me disais que je maintenais la paix, que ce n'était pas si grave, que tu étais assez forte pour le supporter. Il a pris une profonde inspiration. Mais la vérité, c'est que j'étais faible. J'ai choisi la voie facile. J'ai choisi le silence plutôt que de te protéger. Papa, quand tu étais mourante dans cet hôpital et que Diane a refusé de signer, j'aurais dû la mettre dehors immédiatement. J'aurais dû signer sans hésitation. Au lieu de ça, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé retarder. Je t'ai manqué quand tu avais le plus besoin de moi. Sa voix s'est brisée. Peux-tu me pardonner? Papa. Tu es le seul qui s'est présenté. Tu es le seul qui m'a choisi plutôt que le secret. Tu ne m'as pas manqué. Tu m'as sauvé. Je pouvais l'entendre pleurer. Je divorce de ta mère. Les papiers sont déposés. Je reste chez Patricia jusqu'à ce que je trouve un appartement. Et Amélie, je sais que je ne peux pas annuler 28 ans. Mais j'aimerais essayer. J'aimerais être le père que tu méritais depuis le début. J'aimerais ça aussi, papa. 3 heures plus tard, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Amélie, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai reconnu sa voix immédiatement. Maman. Je suis désolé pour l'email, pour tout. J'étais stressé. Je ne réfléchissais pas. Tu m'as appelé une erreur par écrit à 50 personnes. Je ne le pensais pas. Tu n'es pas une erreur. J'étais juste en colère. Sa voix est devenue plus dure. Amélie, je suis ta mère. Tu ne peux pas me rayer de ta vie. La famille, c'est la famille. Vincent est la famille. Toi, tu n'es que la biologie. Elle a eu un hockey. Tu ne le penses pas. Tu es influencé par cet homme. Nathan a un nom et c'est la raison pour laquelle je suis en vie. Que as-tu fait? Silence. Puis elle a essayé une dernière fois. Si tu fais ça, si tu me coupes de ta vie, tu le regretteras. Tu auras besoin de moi un jour. J'ai pensé à tout. Les 67 000 €, les mensonges, le favoritisme, le refus de me sauver la vie. Ma voix était stable. J'ai eu besoin de toi le 22 mars. Tu as choisi la carte de crédit de Théo plutôt que ma vie. Je n'ai plus besoin de toi.
Je n'en aurai plus jamais besoin. Au revoir, Diane. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro inconnu. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte. Comment te sens-tu? Libre, ai-je dit à nouveau. Et cette fois, je le croyais complètement. Le 15 mai, 2 mois après l'accident, mon père m'a envoyé un SMS, voudrais-tu déjeuner avec moi? Juste nous deux. Tu choisis le restaurant. J'ai choisi chez Giovanni, mon restaurant italien préféré depuis que j'étais enfant. Il est arrivé avec 15 minutes d'avance. Il a apporté des tournesols. Quand je suis entré, il s'est levé immédiatement. Amélie. Je l'ai serré dans mes bras. Salut, papa. Nous nous sommes assis. Nous n'avons pas parlé de Diane. Nous n'avons pas parlé de Théo. Nous avons parlé de nous. Parle-moi de Nathan, a-t-il dit. Comment vous vous êtes rencontrés, pourquoi tu l'aimes? Parle-moi de la réa, de tes patients, de ton travail. Parle-moi de ta vie, des parties que j'ai manquées parce que je ne faisais pas attention. Je lui ai parlé de la première fois que Nathan et moi nous sommes parlé. Un arrêt cardiaque à 3 heures du matin. La façon dont il est resté calme quand tout le monde paniquait. Je lui ai parlé du patient dont la famille m'a serré dans ses bras après que j'ai sauvé leur père. Je lui ai parlé de l'appartement que je voulais acheter un jour, quand j'aurai assez d'économies. Mon père a écouté chaque mot. Tu as construit une si belle vie et je l'ai presque manqué. Quand l'addition est arrivée, il a insisté pour payer. J'ai 28 ans de déjeuner à rattraper. Devant le restaurant, j'ai posé la question que j'évitais. Papa, veux-tu savoir pour Grégoire? Veux-tu le retrouver? Il est resté silencieux un moment. Je l'ai cherché. Grégoire Thierry, avocat d'affaires à Lille, toujours marié à la même femme, 2 enfants dans la vingtaine, un cabinet qui réussit. Il ne sait pas que tu existes. Diane ne lui a jamais dit qu'elle t'avait gardé. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Penses-tu qu'il mérite de savoir? La voix de mon père était ferme. Je pense qu'il a fait son choix en 1995 quand il a arrêté de répondre aux appels de Diane. Il a choisi sa vie plutôt que toi avant même que tu ne sois né. Je ne veux pas le rencontrer, ai-je dit. Il n'est pas mon père. C'est toi. Même en sachant que je ne suis pas, j'ai interrompu. Papa, c'est toi qui m'as appris à faire du vélo. C'est toi qui es resté éveillé avec moi quand j'étais malade. Tu m'as choisi chaque jour pendant 28 ans. Grégoire, c'est juste de la génétique. Tu es mon père. Il pleurait. Je ne te mérite pas. Si, tu me mérites. Tu as juste oublié pendant un moment, mais tu t'es souvenu quand ça comptait. Nous avons fait une promesse ce jour-là. On ne regarde pas en arrière. On ne regarde que vers l'avant. Vers l'avant, a-t-il acquiescé. Ensemble. Puis je lui ai parlé du mariage. Nathan et moi nous marions le 15 juin. Son visage s'est illuminé comme un lever de soleil. Je serais honoré si tu m'accompagnais à l'hôtel. Il ne pouvait pas parler. Il a juste hoché la tête et pleuré. La planification du mariage était simple, intime. L'hôtel Le Royal au centre de Lyon. 40 invités. Vincent, Patricia et sa famille. Les frères de Vincent. La famille de Nathan. Sarah et mes collègues de Réa, des amis proches. Diane et Théo n'étaient pas invités. Ma mère a envoyé un SMS à mon père. Tu vas laisser notre fille se marier sans sa mère? C'est impardonnable. Sa réponse, c'est ma fille. Tu as clairement dit qu'elle était une erreur que tu regrettais. Tu n'as pas le droit d'assister à sa célébration. J'ai invité Patricia à faire les boutiques pour la robe avec moi. Je suis honoré, a-t-elle dit. Mais es-tu sûr de ne pas vouloir? Je suis sûr. Tu as été plus une mère pour moi en 2 mois que Diane en 28 ans. J'ai trouvé la robe au 3e essai. Simple, élégante, en dentelle blanc cassé. Patricia a pleuré quand elle m'a vu dedans. Tu es magnifique, ma chérie. J'aimerais que ma mère soit là pour voir ça. Patricia a eu l'air confuse une seconde. Puis j'ai souri. Je parlais de toi. Elle s'est effondrée complètement. Le dîner de répétition a eu lieu la veille du mariage. Mon père a fait un discours. Il y a 28 ans,
un bébé est entré dans ma vie. Je ne savais pas alors que la biologie essaierait de me dire qu'elle n'était pas la mienne. Il m'a regardé. Mais je sais maintenant ce qui compte. L'amour est un choix. Et je choisis Amélie chaque jour. Il a levé son verre. Nathan, tu épouses la meilleure femme que je connaisse. Prends soin d'elle et bienvenue dans notre famille. Tout le monde s'est levé, a levé son verre. Diane et Théo n'étaient pas là pour le voir. Le lendemain était mon mariage, et mon père serait celui qui m'accompagnerait à l'hôtel. 15 juin 2024, Hôtel Le Royal, Lyon. La musique a commencé. Le canon en ré. Tout le monde s'est levé. Mon père a offert son bras. Prête? Plus que prête. Nous avons commencé à marcher lentement. Il a gardé sa main sur la mienne. Amélie, je veux que tu saches quelque chose. Ce moment, maintenant, est le moment le plus fier de ma vie. Je pleurais déjà. Papa, pas parce que tu te maries, mais parce que malgré tout, tu es devenue cette femme incroyable et j'ai la chance d'être ton père. À chaque pas dans l'allée, il murmurait, tu es tellement aimée. Tu es tellement digne. Tu es ma fille. À l'hôtel, le célébrant a demandé, qui donne cette femme en mariage? La voix de mon père était forte, claire. C'est moi, avec fierté et joie. Il m'a embrassé sur le front. A serré la main de Nathan. Prends soin de ma fille. Toujours, a dit Nathan. Mon père s'est assis au premier rang à côté de Patricia. Tous deux en larmes. Il y avait un espace vide là où ma mère aurait dû être. Elle ne me manquait pas. La cérémonie était magnifique. Mais le moment dont je me souviendrai toujours est venu à la réception. La danse père-fille. My Girl des Temptations. Mon père m'a conduite sur la piste de danse. Ses mains tremblaient. Je n'ai pas dansé depuis 20 ans. Tu te débrouilles très bien, papa. Alors que nous nous balancions, il a ri nerveusement. Je me suis entraîné cette semaine dans le salon de Patricia en regardant des vidéos YouTube. J'ai ri. Vraiment? Je voulais bien faire ça pour toi. Nous avons dansé en silence un moment. Puis il a dit, Amélie, je dois te dire quelque chose à propos de ta mère. Papa, pas ce soir. Juste ça. Puis plus jamais. Il a pris une profonde inspiration. Le divorce sera finalisé le mois prochain. Elle ne le conteste pas. Théo a déménagé dans le Var avec sa sœur. Il est bien, il est toujours Théo. Ta mère m'a demandé de te dire qu'elle est désolée, qu'elle veut parler. Je l'ai regardé. Que as-tu dit? J'ai dit non. Que tu avais tourné la page. Qu'elle avait perdu sa chance. Merci. Sa voix s'est brisée. Je t'aime, Amélie. Pas à cause du sang. Pas par obligation. Je t'aime parce que tu es toi. Parce qu'en 28 ans, tu as été la meilleure chose de ma vie. Je suis désolé qu'il ait fallu que je te perde presque pour le dire à voix haute. Papa, tu m'as sauvé la vie. Pas Nathan. Toi. Il avait l'air confus. Quand tu m'as choisi plutôt que son secret, quand tu as choisi la vérité plutôt que les mensonges, tu m'as donné la permission de me sauver moi-même. Tu es mon héros. La chanson s'est terminée. Il m'a embrassé sur le front. A murmuré, voilà à quoi ressemble un père. La salle a applaudi. J'ai regardé mon père. Pas l'homme qui m'a donné son ADN, mais l'homme qui m'a donné son amour. Et je savais que j'avais un père. Pas à cause de la biologie, à cause d'un choix. Sarah s'est approchée du micro. J'aimerais dire quelques mots sur ma meilleure amie. Elle a raconté l'histoire de notre rencontre lors de mon premier jour à la Croix-Rousse. Comment j'étais terrifié et excité et prête à sauver le monde. Pendant 5 ans, j'ai vu Amélie donner à ses patients, à sa famille, à tout le monde sauf à elle-même. Sa voix s'est légèrement durcie. Je l'ai vu faire des gardes doubles pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison. Je l'ai vu sauter des repas. Je l'ai vu supprimer une annonce de fiançailles après que personne n'ait répondu. La pièce est devenue très silencieuse. Et puis, le 22 mars, j'ai vu sa famille refuser de lui sauver la vie. Sarah m'a regardé directement. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu Nathan se manifester sans hésitation. J'ai vu Vincent réaliser ce qu'il avait manqué pendant 28 ans.
Elle a levé son verre. Alors, à Amélie, la personne la plus forte que je connaisse, qui a finalement appris qu'on ne peut pas verser d'une coupe vide. À Nathan, qui a vu la valeur d'Amélie quand sa propre famille ne le pouvait pas. Et à Vincent, qui a choisi l'amour plutôt que la biologie. À la vraie famille. Tout le monde s'est levé. À la vraie famille. 6 mois plus tard, le 15 décembre 2024, Nathan et moi avons acheté une maison, 2 chambres, un petit jardin, à 10 minutes de la Croix-Rousse. Ma situation financière avait complètement changé. Épargne, 18 500 €. Carte de crédit remboursée. Cotisation au plan d'épargne retraite reprise, maintenant à 9 800 €. Dette envers la famille, 0. Mon père s'épanouissait. Il avait emménagé dans un appartement près de chez nous. Il venait dîner 2 fois par semaine. Il sortait avec une femme gentille nommée Hélène, une bibliothécaire. Selon Patricia, Diane vivait avec sa sœur dans le Var, travaillant à temps partiel dans un cabinet dentaire. Elle disait aux gens que sa fille l'avait abandonnée. Théo travaillait chez un concessionnaire automobile à Toulon. Il avait tenu 2 mois jusqu'à présent. Il m'avait envoyé une demande d'amis sur Facebook. J'ai refusé. Il avait demandé de l'argent à mon père 2 fois. Mon père a dit non les 2 fois. J'avais commencé une thérapie en mai. Séance hebdomadaire sur les limites, l'estime de soi, briser les cycles. Nathan et moi étions plus forts que jamais. Le 14 décembre, mon père a appelé. Amélie, pouvez-vous, Nathan et toi, venir dîner demain? J'ai des nouvelles. Nous y sommes allés. Lui et Hélène étaient tous les deux là, souriant nerveusement. Je voulais que vous l'entendiez de moi d'abord. Hélène et moi sommes fiancés. Je l'ai serré si fort dans mes bras qu'il a ri. Papa, c'est merveilleux. On pense à une petite cérémonie au printemps. Et Amélie, j'aimerais que tu sois ma témoin. Je serais honoré. Hélène nous a rejoints. Amélie, votre père parle de vous constamment, de sa fierté. Il le fait. Mon père souriait. Chaque jour. Tu es ma fille. Ma vraie fille. Au diable la biologie. En regardant mon père, heureux pour la première fois depuis des décennies. En regardant Nathan, l'homme qui m'a sauvé la vie de plus d'une manière. En regardant le SMS de Sarah. Café demain. C'est ma tournée. Pas de drame familial autorisé. J'ai réalisé quelque chose. J'ai perdu une mère qui ne m'a jamais aimé. J'ai perdu un frère qui ne s'est servi que de moi. Mais j'ai gagné un père qui m'a choisi. Un mari qui m'a protégé. Une famille qui me célèbre. Pendant 28 ans, j'ai cru que je devais mériter l'amour. Que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, si je devenais assez, il verrait ma valeur. Mais la valeur ne se gagne pas. Elle est inhérente. Et les gens qui vous aiment, ils la voient immédiatement. Il y a 6 mois, j'étais mourante aux urgences pendant que ma mère refusait de me sauver. Aujourd'hui, je bois du vin dans l'appartement de mon père, je planifie son mariage, je tiens la main de mon mari. Le calcul est simple. Argent perdu pour la famille, 67 300 €. Argent gagné en estime de soi, inestimable. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce que l'on avait vraiment. Et ce que l'on avait n'était jamais ce que l'on a perdu. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez déjà donné jusqu'à n'avoir plus rien, si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez le problème, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Les gens qui vous aiment se manifesteront. Ils vous choisiront, non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Et c'est le seul genre d'amour qui compte.